Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 17 avril. Conférence de presse relative au budget fédéral de la part de Mme Diane Leboutillier, ministre du Revenu national. Suspension de la pêche au hareng de printemps du sud du Golfe et du maquereau dans les eaux côtières des provinces de l'Atlantique et du Québec. Le communautaire vous invite au théâtre le 5 mai prochain. Enquête d'œuvres d'art d'artistes gaspésiens organisée pour la Fondation Canada-Ukraine. Et la 48e édition de la Semaine de l'Action bénévole. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, mardi le 12 avril dernier, Mme Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, organisa la conférence de presse relative au budget fédéral que voici. Avec le budget qui a été déposé la semaine dernière, dans un contexte qui était encore difficile, de début de sortie de la COVID, notre gouvernement a mis l'accent sur les Canadiens et les Canadiennes pour qu'ensemble, on puisse rapidement reprendre les choses en main, pour conserver nos emplois et pour que les employeurs traversent positivement cette période de transition. Nos efforts sans précédent pour soutenir les citoyens et les entreprises ont permis une relance économique rapide et forte. D'ailleurs, le Canada a connu la meilleure relance de l'emploi parmi les pays du G7. On a récupéré 112 % des emplois perdus et le taux de chômage se situe à 5,3 %, le niveau le plus bas jamais enregistré selon les statistiques comparables qui remontent à 1976. Ainsi, le budget de 2022, le gouvernement annonce des investissements qui sont ciblés et responsables pour créer des emplois et assurer la prospérité d'aujourd'hui et bâtir un avenir économique qui est plus fort pour tous. Concrètement, on prend quelques exemples de la façon dont ce budget va rendre la vie plus abordable pour tous. Dès 2023, le nouveau programme de soins dentaires aidera les moins de 18 ans, les aînés et les personnes en situation de handicap et les personnes ayant un revenu familial modeste à obtenir les soins dont ils ont besoin. À partir de juillet, les aînés âgés de 75 ans et plus qui reçoivent leur prestation de pension de sécurité de vieillesse vont bénéficier d'une augmentation de 10 %. Par ailleurs, le crédit d'impôt offert pour des rénovations ou des modifications importantes pour l'accessibilité sera doublé et pourra atteindre 3 000 $. Un financement de 20 millions sur 2 ans à compter de 2022-2023 va servir à élargir le programme Nouveau Horizon pour les aînés. En ce qui concerne le programme d'assurance-emploi, programme qui est important pour notre région, on va se rappeler qu'en 2018, le gouvernement avait lancé un projet pilote dans 13 régions du pays, dont la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, afin de fournir jusqu'à 5 semaines supplémentaires de prestations pour un maximum de 45 semaines aux travailleurs saisonniers admissibles. Ce soutien temporaire a été prolongé dans le budget de 2021 afin d'assurer un soutien continu pendant la pandémie. La bonne nouvelle est que le budget de 2022 propose de prolonger ce règlement jusqu'en octobre 2023. Enfin, je tiens à souligner l'aspect du logement qui est une de nos priorités dans ce budget. Et c'est pourquoi notre gouvernement s'engage à fournir 1,5 milliard supplémentaires sur 2 ans à la SCHL pour construire rapidement plus de 6 000 nouveaux logements abordables. Plus du quart des fonds servira à concrétiser des projets de logement axés sur les femmes. Puis concrètement, à titre d'exemple, on parle ici de projets qui vont aider les femmes à faible revenu, fuyant la violence, à payer leur loyer. On a aussi on veut faciliter la mise en place de coopératives d'habitation. Puis aussi, on a mis en place des mesures fiscales pour encourager la construction d'intergénérationnel. Puis ça, on en entend. Moi, ça fait des années que j'entends parler là, d'intergénérationnel. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Suite à l'annonce du ministère des Pêches et Océans à propos de la suspension de la pêche au hareng de printemps du sud du Golfe et du maquereau dans les eaux côtières des provinces de l'Atlantique et du Québec, nous avons rencontré M. Geoffrey Vautier, un pêcheur professionnel très impliqué dans le milieu. Le ministère Murray a annoncé une fermeture dans la pêche d'hareng de printemps et le maquereau. Ça veut dire c'est le timing. C'est pas juste l'annonce qui fait mal, mais aussi le timing. Parce que
l'apport qu'on prend pour aboiter les cosiers dans le crabe de neige, puis le mort va venir plus rare. Je vais juste parler, pour commencer, pour la rentrée de printemps. Les 2 dernières années, on a pu capturer notre quota, notre TAC, dans 4 jours de pêche. Ou 2 ans passés, c'était 4 jours de pêche, puis l'année passée, on a pêché 6 jours. Ça veut dire si on peut pogner notre quota dans 4 à 6 jours, ça veut dire le volume de poissons est là. Puis parce qu'on a diminué nos efforts de pêche avec moins de filets, puis les fermetures de fin de semaine, puis un plus petit limite de poissons pour rentrer par semaine. Puis quand même, avec toutes ces coupures-là, on est capable de capturer notre quota dans 5 à 6 jours. Ça veut dire ça que les sciences voient, puis on voit, c'est pas la même chose. Puis, comme je disais avant, le timing est mauvais parce que il y a des pêcheurs que je connais qui viennent d'investir 25-30 000 piastres dans leur bateau, qui pêchent juste la rampe et le maquereau. C'est le pêcheur pélagique qu'on appelle, unique. Puis là, ils se trouvent avec pas d'emploi. Il n'y a plus de chômage. Les hommes de pont, c'est la même chose. Il n'y a plus d'ouvrage pour eux autres. Parce que le chômage finit d'ici à 1 semaine. Ils tombent dans le trou noir. Puis les travailleurs d'usine. Mais le ministère, jusqu'à date, on n'a pas tendu le plan pour aider ce monde-là. Puis on a hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que je pense qu'il y avait un manque de savoir-faire. Parce que dans la rampe printemps, on enlève 1,7 % du biomasse. Je pense pas qu'en enlevant 1,7 % du biomasse va affecter la restructuration de la pêche. Puis même jusqu'à date, le poisson commence à être rare parce que il y a un pêcheur de crabe qui m'a dit qu'il essaie de trouver de la rampe pour aboiter ses cosiers, puis il ne peut pas en trouver nulle part. Ça veut dire que c'est déjà rare, puis la saison n'a même pas commencé. Là. Parce que les autres, peut-être les fournisseurs ont décidé de vendre du poisson dans l'hiver, c'est normal, puis refournir ce printemps. Mais c'est pas le cas, il n'y aura plus rien pour se refournir le frigidaire. Puis là, ils l'ont arrêté pour cette année, mais il n'y a rien qui garantit que ça va repartir l'année prochaine. Non, il n'y a rien qui garantit à rien. Puis c'est parce que le modèle qu'il prend, c'est un modèle qui se fait peut-être au-dessus de 40 ans ou 50 ans que ça existe. Puis peut-être quand le biomasse était bon, ce modèle-là marchait bien, mais quand le biomasse est moins bon, bien, ça marche moins bon. Je ne veux pas dire que le golfe est plein de poissons comme dans les années 70. C'est pas vrai, mais il n'est pas aussi pire qu'il est maintenant. Ça fait des années qu'on demande au ministère d'aider à réduire le troupeau de phoques gris. Mais il n'y a rien qui a été fait. Puis ça qui est inquiétant, c'est qu'au-dessus de 20 ans passés, ils ont fermé la pêche au morue, puis il n'a jamais ouvert, puis il n'a jamais revenu, parce que c'est pas la pêche qui fait la destruction, c'est l'écosystème. Le troupeau de phoques gris est rendu trop gros pour fournir. Puis quand on essaie de pêcher le phoque gris, on a des bâtons tout en aéro, comme il y a des zones qu'on ne peut pas pêcher. Ça veut dire que le ministère dit vous pouvez capturer le phoque gris, mais tu ne peux pas pêcher ici, ou tu ne peux pas pêcher là. C'est pareil que moi, je vais dire prends mon char, mais il n'y a pas de gaz dedans, puis j'ai 3 flats. Tu n'iras pas loin, mais c'est la même chose. Fait que la solution idéale, ce serait quoi? C'est sûr quand on pêchait la rampe printemps, là, avec un petit quota de 5000 tonnes, là, ça donnait une chance pour les pêcheurs de trouver de l'appât. Puis en même temps, ça donnait une chance aux sciences de faire des relevés. Là, on n'aura plus rien de ça. Il n'y aura plus de relevés pour les sciences, puis ça va manquer d'argent, puis d'appât pour les pêcheurs. Puis avec le maquereau, c'est la même chose. Comme il n'y aura pas d'échantillonnage de maquereau pour voir les classes d'âge qui s'en viennent. Ça veut dire que c'est un gros manque qu'on a. Puis le plus gros problème, c'est les travailleurs, les pêcheurs uniques, qu'ils se trouvent dans le trou noir. Puis il n'y a pas de chômage. Puis qu'est-ce que tu fais avec eux autres? Le ministère avait un plan pour eux autres parce qu'il va falloir qu'ils font quelque chose. Là. C'est fermer la pêche de maquereau et hareng la province maritime puis le Québec. C'est comme fermer toutes les productions de chars en Ontario puis des pièces. C'est le même effet. C'est comme fermer tous les minéraux au Québec. Si demain matin, le ministère
annonce qu'ils ferment tous les minéraux au Québec, là, c'est un gros coût à l'économie. Ben, c'est la même chose, la pêche, la province atlantique, c'est la même chose. Là. Ça qui nous inquiète, parce qu'ils ont fermé la pêche à morue. Ils n'ont jamais occupé de l'écosystème dans les années, fin des années 90 avec le phoquerie, puis ça n'a jamais ouvert depuis ce temps-là. Puis on demande si le gouvernement, puis notre gouvernement canadien, puis le ministère de la Pêche va faire quelque chose pour balancer l'écosystème. On a un marché pour le phoquerie. On veut pas aller puis tuer des phoqueries puis les laisser mourir. Là. On veut les ramasser, capable de les ramasser. On a une vente pour la chair, puis tout, mais on a besoin qu'ils nous enlèvent les barrières pour qu'on fasse ça. Puis c'est ça qu'on demande. On demande au public qui voit ça, de dire ça à leurs amis, d'appeler notre député, Mme Leboutillier, de faire quelque chose avec. Parce que c'est vrai qu'elle ne s'occupe pas de la pêche, mais elle s'occupe de la région, qu'elle fait quelque chose pour nous autres, puis que j'espère que le monde peut le téléphoner ou l'envoyer des courriels à notre député puis à Ottawa pour dire qu'il ne nous laisse pas tomber. Et voici ce dont Mme Leboutillier a ajouté lors de la conférence de presse de mardi dernier à ce propos. D'annoncer à quelques semaines du début de la saison de pêche qu'on fermait la pêche au maquereau et au hareng, pour moi, là, c'est inacceptable. Et là, ça montre encore là, une méconnaissance du milieu. Je suis entièrement d'accord avec les pêcheurs qui, eux, se préparent là, depuis le mois de janvier, parce qu'habituellement, là, c'est le même que ça se passe, qui ont investi des sous, qui ont investi des argents pour se préparer à la pêche. Et là, tout d'un coup, on annonce, écoutez, il n'y a pas de pêche au maquereau et au hareng. Je sais très bien, pour en avoir entendu parler là, depuis quelques années, qu'il y avait un problème avec le maquereau et le hareng. Les stocks de pêche diminuent. Les gens sont venus à mon bureau, là, puis j'ai dit là, que j'étais en appui là, avec eux. Je le sais qu'au niveau des données scientifiques, et ça, c'est important, là, qu'on doit protéger la ressource. On a vécu le moratoire sur le poisson de fond. Tout le monde, là, du côté des pêcheurs, on sait ce que ça veut dire. Mais d'annoncer en début de pêche qu'il allait avoir un moratoire, pour moi, là, c'est inadmissible. Puis je peux vous dire que j'ai même eu une rencontre la semaine passée avec le premier ministre pour le mettre au courant là, de la situation. Donc, puis de regarder là, pour des solutions. Pour moi, c'est important de regarder à des solutions alternatives. Donc, de pouvoir proposer un plan pour faire en sorte que, pour rassurer aussi au niveau des pêcheurs, au niveau de nouveaux appâts là, qui devront être utilisés. Mais je peux vous dire que tous les pêcheurs que j'ai rencontrés, puis les industriels aussi, là, dans la transformation, sont tous des gens là, qui sont très actifs sur l'environnement puis la protection là, des stocks de pêche. Il n'y a personne qui veut se tirer dans le pied. Là. Mais la façon dont les choses se sont faites, pour moi, là, c'est inadmissible. Une pièce de théâtre vous est proposée gratuitement jeudi le 5 mai prochain. Karine Boudreau, la coordonnatrice intérimaire chez Droit et recours Santé mentale Gaspésie Île-de-la-Madeleine, nous en parle. Il y a un spectacle qui s'en vient très prochainement. C'est le communautaire vous invite au théâtre. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? Hey, ça, c'est un beau projet, puis on l'attend depuis longtemps, celui-là. Au printemps 2020, on avait même fait une entrevue pour l'annoncer. On avait prévu pour la semaine de la santé mentale, qui précède la semaine de la famille. On avait prévu cet événement-là. On l'a remis, puis là, on espère que ça va se faire. Donc, ça serait cette année. Donc, ça donne encore la semaine de la santé mentale, qui est du 2 au 8 mai. La pièce comme telle va être le 5 mai. C'est tout à fait gratuit. C'est une initiative de la Maison de la famille de Bonaventure et de Droit et recours Santé mentale Gaspésie-les-Îles. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a 10 autres organismes qui se sont joints à nous. Supportons-les. Il y a les centres d'action bénévole Port-Daniel, Saint-Siméon, Port-Daniel et celui de Saint-Alphonse-Nouvelle. Ensuite, il y a la Passerelle, il y a Femmes en mouvement, il y a la Maison de la famille Avignon, il y a Nouveau Regard, l'Émergence, LGBT+, BD Chaleur, Centrelle. Donc, c'est vraiment une belle collaboration du communautaire qui vous invite au théâtre gratuitement.
Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on veut que ce soit accessible au plus grand nombre, même à ceux qui n'auraient pas de voiture ou tout simplement ceux qui aimeraient se faire conduire pour l'occasion, ben on a une collaboration avec la Régime qui grâce à cette collaboration-là, ben, le transport est offert tout à fait gratuitement des plateaux de la Matapédia jusqu'à Chigawaik pour amener les gens à la salle de spectacle de New Richmond où on va présenter la pièce. Et ben, il y a juste un deadline par contre. Hein. Il faut s'organiser pour pouvoir offrir ça, ce beau transport-là gratuit. Donc les gens qui veulent en bénéficier, il faut qu'ils s'inscrivent avant le 20 avril. C'est le deadline. À partir du 20 avril, si on n'a pas assez de monde ou si on n'a personne sur les plateaux, mais que ça part à nouvelle, au moins on va savoir de où à où aller pour pas gaspiller du gaz pour rien, puis pour être bien certain là, que ce service-là soit utilisé. Donc, c'est vraiment le communautaire qui vous invite au théâtre. C'est le 5 mai. Faut s'inscrire à la salle de spectacle pour des conditions sanitaires puis être sûr qu'on ait de la place pour tout le monde. Mais c'est tout à fait gratuit, comme le transport qu'il est aussi. Et la pièce, ben ça présente l'histoire de 3 personnes qui s'entraînent sur la même piste cyclable. Un père de jeunes enfants au sein d'une famille reconstituée, une mère qui a choisi de demeurer à la maison depuis la naissance du petit dernier, puis une autre monoparentale. Donc les 3 courent. La pièce s'appelle « Je courais, je courais, je courais ». Et là, ben les 3 courent après leur vie, après leur temps, après leurs enfants. Et là, ben ils se rencontrent puis ils parlent de tout ça parce qu'ils se prennent du temps pour eux pour parler de leur stress parental, de la charge émotive et de la charge qui vient avec le fait d'être parent. Mais c'est traité avec beaucoup d'humour et beaucoup de doigté par cette troupe-là qui fait du théâtre social au Québec depuis des années et qui est reconnue, là. Donc, c'est une belle occasion. Et ça va être un lieu d'échange aussi, parce que à partir de 18h30, les organismes qui ont organisé ça vont être là pour vous accueillir, vous parler d'eux, vous montrer c'est quoi qu'ils ont comme service. Et après, il va y avoir une discussion animée, peut-être avec les comédiens même, qu'on va pouvoir rencontrer pour parler de ce qu'on vient de vivre, de ce qu'on vient d'entendre dans la pièce, donc et de ce qu'on vit entre nous. Donc, une belle activité gratuite, c'est rare. On remercie aussi le député Sylvain Roy et la Caisse populaire des Jardins de nous avoir aidés dans le financement de ce projet-là. Samedi, le 23 avril prochain, à la salle de spectacle du Centre culturel de Passepébiac, la directrice du Centre culturel ainsi qu'une artiste de la région organisent un encamp d'œuvres d'art d'artistes gaspésiens. Nous avons rencontré Mme Chantal Robitaille pour vous en informer. Parallèlement avec la Gaspésie chante pour l'Ukraine, le spectacle bénéfice qui va avoir le 23 avril prochain, qui est déjà complet d'ailleurs. Oui. Vous avez fait un encamp. Oui, en fait, ce qu'on a décidé, c'est que les arts de la scène, on aime ça les mélanges de disciplines au niveau des arts et de la culture. Alors, on a eu l'idée, l'équipe du Centre culturel et Annick Loisel, qui est une artiste qui est à Passepébiac, d'offrir l'opportunité au public qui va être présent au spectacle de voir des œuvres d'artistes surtout en art visuel. Alors, on a fait un appel auprès des artistes en art visuel à savoir s'ils voulaient faire don d'œuvres pour qu'on puisse les mettre en encamp pour verser des argents supplémentaires à la Fondation Canada-Ukraine. Alors, les artistes ont jusqu'au 13. Alors, déjà, avaient jusqu'au 13, en fait, pour déposer des œuvres. Et les gens pourront, soit par l'entremise du Facebook du Centre culturel, le site Internet aussi, ou sur place au Café Culture, voir les œuvres qui sont mises à l'encamp. La mise de départ est de 25 $, même tarif que pour le spectacle. Et les gens sont invités à mettre des mises supplémentaires à coût de 5 $ jusqu'au soir du spectacle, 20 h, où la personne qui aura fait le don le plus élevé pour une œuvre deviendra propriétaire de cette œuvre-là. Et ces argents-là sont ajoutés à la cagnotte là, qui est déjà remplie là, avec les billets spectacles. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui nous appellent ou qui viennent nous voir pour faire des dons, même si elles ne participeront pas au spectacle, même si elles ne seront pas présentes
pour l'encan. Les gens peuvent faire un don, soit par téléphone ou se présenter sur place, qu'on ajoute aussi là, dans cette même tirelire-là là, pour la Fondation. Il y a pas mal d'artistes qui ont répondu à l'appel. C'est sûr qu'au moment où on enregistre, on est encore à la limite. Là. Vous allez voir probablement ce reportage-là un peu plus tard. Mais les artistes ont jusqu'au 13 avril, 16 heures pour livrer les œuvres. Alors, au moment où on se parle, on a quand même 8 artistes qui sont déjà venus porter, qui ont fait don d'œuvres. Alors, on est très heureux de ça. On en a dans tous les styles. Il y en a pour tous les goûts. Alors, c'est drôlement intéressant. Des artistes qui, tout de go, ont choisi là, de participer. On en attend encore quelques-unes dans la journée. J'ose pas annoncer de nombre final pour l'instant. On va se garder la surprise. On aura l'opportunité de le voir sur le site Internet, sur le Facebook ou en direct au Café Culture. Mais on peut déjà mentionner certains artistes qui ont fait don d'œuvres. On a André Plourde, Rose-Hélène Tremblay, Oléna Kulik, Daniel Landry, Chantal Castillo, Yves Gontier, Annick Loisel, Jessica Brière. Alors, à celle-ci et ceux-ci, il va s'en ajouter d'autres, bien évidemment, d'ici la fin de la journée. Il nous reste comme à peu près 4-5 heures à recevoir des œuvres et on invite évidemment la population à venir les voir sur place ou, si elles ne peuvent pas se déplacer, tout au moins de prendre le temps de les voir en numérique. Et évidemment, on encourage tout le monde à participer à l'encan d'œuvres d'art, qui est un encan bénéfice pour la Fondation Canada-Ukraine. Puis l'encan final, ça va se dérouler comment? En fait, c'est qu'au moment, la fin des enchères, c'est à 20 heures, au moment où débute le spectacle. Alors, à partir du moment où tout le monde sera en salle pour le spectacle, les organisatrices vont effectivement vérifier les mises Internet, tout ça, pour déterminer le prix final, qui était le dernier prix annoncé jusqu'à 20 heures. Et déterminer à ce moment-là laquelle des personnes deviendra l'heureux ou l'heureuse propriétaire de cette œuvre d'art-là. Du 24 au 30 avril aura lieu la 48e édition de la Semaine de l'Action bénévole. Nous nous sommes entretenus avec Mme Nathalie Bugeaud, la directrice générale du Centre d'Action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel, à ce sujet. Bonjour Nathalie. Bonjour André. Là, bientôt, très bientôt, ça va être la semaine de l'Action bénévole. En effet, du 24 au 30 avril prochain, c'est la semaine de reconnaissance, la semaine de l'Action bénévole à travers le Québec, à travers le Canada. C'est la semaine nationale. Puis c'est quoi la thématique cette année? La thématique cette année, c'est « Bénévoler change la vie ». Changer la vie, change la vie, dans le sens que quand on fait du bénévolat, ça peut changer notre vie par les expériences qu'on vit, par les expériences que ça nous permet, dans le fond, de vivre avec les gens qu'on côtoie, dans nos actions, tout ça, mais aussi par les actions qu'on fait qui sont différentes, qui nous font vivre aussi des nouvelles expériences qui peuvent nous amener aussi vers un nouvel emploi ou autre. Mais c'est aussi, ça change la vie des gens qu'on côtoie dans nos actions bénévoles. Par exemple, lorsqu'on accompagne une personne au niveau médical, je pense à l'accompagnement transport médical, tout le côté sécurité qu'on peut apporter à la personne, tout le côté écoute qui va faire que cette personne-là, son rendez-vous médical peut être différent, peut le vivre beaucoup mieux parce qu'elle est sécurisée, rassurée, tout ça, par l'action du bénévole. Je pense, par exemple, aux jeunes, par exemple, qui sont au niveau des sports, des loisirs. Tout le bénévolat qui se fait autour de ça et qui permet à des jeunes de vivre des super belles expériences en sport loisirs. Je veux pas juste parler du bénévolat qui se fait dans un centre d'action bénévole, mais tout le bénévolat qui se fait dans nos communautés peut changer la vie des gens qui reçoivent, qui bénéficient de ces actions-là, mais aussi la vie des bénévoles. Là, ça change vraiment. Des fois, par une expérience, je regarde du côté des petits plats givrés, de venir en cuisine, de côtoyer des gens. Des fois, ça nous sort de notre isolement. Des fois aussi, de cuisiner, d'apprendre des nouvelles recettes, tout ça. Ça peut nous permettre de développer nos compétences en cuisine, puis peut-être même, comme je disais tantôt, nous amener peut-être vers un emploi ou autre. Donc, le bénévolat, ça change la vie autant des gens qui en bénéficient que des gens qui donnent de leur temps dans leur communauté. Il y a
même pas mal de gens qui en font, mais sans le savoir vraiment. Absolument. Souvent, on est impliqué bénévolement, puis sans être nécessairement dans une organisation structurée et organisée. Et dans le fond, on fait du bénévolat, puis des fois, on s'en rend compte par après qu'on a donné du temps à une voisine. On a été donné du temps, par exemple, à l'église de notre communauté, sans nécessairement penser que c'était du bénévolat. Puis finalement, c'est ça. Le bénévolat, dans le fond, il y en a partout. Puis on espère que ça va toujours se continuer parce que juste penser une journée sans bénévolat dans notre belle région, ça serait difficile, je pense. Puis qu'est-ce qui est au programme pour le Centre d'action bénévole ici? Pour le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, c'est sûr qu'on aurait souhaité un rassemblement cette année de nos bénévoles, comme on faisait là, avant le fameux printemps 2020. Mais on n'a pas pris de chance cette année encore. On va aller vers une tournée de nos bénévoles. On a une petite surprise pour eux. Et donc, le dimanche 24 avril, les membres du conseil d'administration et les employés du Centre d'action bénévole vont faire une tournée là, entre Saint-Siméon et Port-Daniel, des bénévoles qui ont été actifs, qui ont bougé là, au cours de la dernière année par la remise d'une petite surprise. Et ensuite de ça, c'est sûr que le 22, on va avoir le dévoilement du et de la bénévole de l'année. On a notre journal de liaison, bien sûr, qui vient tout juste de sortir, où on parle de la semaine de l'action bénévole et où on profite là, pour vraiment remercier tous les bénévoles, tous les gens qui œuvrent dans nos communautés. Ensuite de ça, durant la semaine de l'action bénévole, à 3 reprises, durant la semaine, soit le lundi, mercredi et vendredi pour bien terminer la semaine. On va avoir des tirages sur notre page Facebook. Donc, on invite les gens là, à suivre notre page Facebook tout au long de la semaine de l'action bénévole. Puis en terminant, il y a toujours de la place pour des nouveaux bénévoles? Absolument. Au cours de la dernière année, le centre ici a accueilli 13 nouveaux bénévoles, ce qu'on est très content, des bénévoles de tout âge, des bénévoles qui ont plus de temps, d'autres un petit peu moins, mais qui ont un peu de temps à donner. Donc, c'est pas important la quantité de temps qu'on peut donner. L'important, c'est de donner du temps de qualité. C'est ce qu'on dit tout le temps. On peut donner 1 heure par mois, puis que cette heure-là va être très bénéfique pour les personnes qui vont en bénéficier. On peut donner 5 heures par semaine, 10 heures par semaine, puis on va être très content aussi. Donc, l'important, dans le fond, c'est si chacun d'entre nous donne un petit peu de temps à sa communauté, ça va faire toute la différence sur notre qualité de vie au quotidien. Ça va changer notre vie et celle des autres. En terminant, j'aimerais vraiment souhaiter une belle semaine à tous les bénévoles du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, mais aussi à tous les bénévoles qui œuvrent dans la communauté, peu importe le secteur d'activité, dans le fond, qui font une différence et qui changent la vie des gens. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 17 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.